La concurrence est au cœur de l'économie libérale. La concurrence est-elle plus forte que jamais aujourd'hui? Au profit de qui? Quels sont les habits neufs de la concurrence? On en parle avec l'invité du Grand Angle. Bonjour François Lévesque. Bonjour. Alors, vous publiez donc chez Odile Jacob les habits neufs de la concurrence, ces entreprises sous-titres qui innovent et qui raflent tout. Alors, vous êtes économiste, professeur d'économie à Mines ParisTech, c'est l'une des plus célèbres écoles d'ingénieurs en France. On disait avant plus simplement les mines. Voilà. Alors, vous êtes aussi le fondateur, accessoirement, de Microeconomics, qui est un cabinet d'analyse et de conseil, on peut dire, en stratégie pour les entreprises. Alors, dans ce livre, donc les habits neufs de la concurrence, vous décrivez notamment la guerre économique, par exemple, entre Coca-Cola et Pepsi, ou entre les grandes marques de céréales pour le petit déjeuner. Vous évoquez aussi Apple et Google, on va y revenir dans un instant, Uber, Blablacar et beaucoup d'autres secteurs de notre univers économique. En vrac, je peux encore citer le prix unique du livre, les rasoirs à main ou les droits télé de football, donc c'est très très varié. Mais je voudrais d'abord vous demander de nous dire en quelques mots, de nous définir ce concept ou plutôt ce mécanisme de concurrence qu'on connaît très bien parce qu'en fait on le vit tous les jours. C'est quoi la concurrence dans l'économie ? La concurrence, c'est la rivalité entre les entreprises pour vendre aux consommateurs et donc obtenir des recettes. Et donc, vous avez cité les céréales pour petit déjeuner. Eh bien, Kellogg's se bat contre d'autres entreprises de l'agroalimentaire pour faire en sorte que les consommateurs achètent ces céréales plutôt que les céréales du concurrent. Alors, la concurrence, elle a toujours existé à travers les siècles, mais la concurrence que nous connaissons aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, ne correspond plus à la concurrence du XIXe ou du début du XXe. Ça a évolué ? Elle a évolué dans ses formes, mais pas tant que ça, en fait. Elle a surtout évolué dans son intensité. Alors, dans ses formes, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence par l'innovation. C'est-à-dire qu'au lieu que les entreprises se battent sur le prix pour vendre le moins cher et donc que le consommateur achète d'abord son produit, de plus en plus, les entreprises se battent sur l'innovation pour proposer des produits nouveaux, des produits de meilleure qualité aux consommateurs. On peut dire, d'une manière très générale, que la concurrence, elle est au cœur du système capitaliste, du libéralisme ? Absolument, parce que sans concurrence, eh bien, il y aurait moins d'innovation, les prix seraient plus élevés, la qualité des produits serait moins bonne. Et donc la concurrence est vraiment au cœur de l'économie de marché. La concurrence parfaite, vous en parlez dans votre livre, celle qui profiterait à tout le monde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et là, il y a une confusion de la part des économistes, et donc moi-même, je suis coupable. Je suis coupable parce que la théorie économique a mis au-dessus de tout la concurrence parfaite, et en fait, ce modèle théorique... Ce sont des théories du XVIIIe siècle ? Voilà, du XVIIIe siècle, et ce modèle, d'abord, ne se retrouve très rarement dans la réalité, et en plus, et c'est là où c'est compliqué, c'est que un monde de concurrence parfait serait très imparfait. Pourquoi? Parce que la concurrence parfaite, eh bien, en concurrence parfaite, il n'y aurait qu'un seul modèle de voiture ou de téléphone portable, il n'y aurait pas de différenciation de produits, il n'y aurait pas plein de variantes de produits. Et avec un seul modèle de voiture, on aurait une concurrence parfaite? Voilà, parce que la concurrence, parce que s'il y a plein de modèles, eh bien, ça réduit la concurrence, parce que ça réduit la substituabilité, qui est un terme compliqué des économistes, pour dire, si vous préférez les voitures de la marque Peugeot, eh bien, vous n'achèterez pas une voiture de la marque Renault. Et donc, la différenciation produit, c'est une façon de réduire la concurrence. Et donc, dans un monde de concurrence parfaite, il y aurait un seul modèle de voiture, un seul modèle de téléphone portable, et surtout, dans ce monde théorique de la concurrence parfaite, il n'y aurait pas d'innovation, il n'y aurait pas de R&D. Donc, oublions... De recherche et développement. Voilà, de recherche et développement. Donc, oublions la concurrence parfaite. C'est un modèle théorique qui n'est pas très intéressant pour comprendre la concurrence. Mais depuis longtemps, quand même, les économistes s'intéressent au modèle de la concurrence entre un petit nombre d'entreprises, par exemple, qui est une concurrence imparfaite et qu'on retrouve beaucoup plus souvent dans le monde économique. Alors, même imparfaite, la concurrence est fondamentale. À qui profite cette concurrence? Est-ce qu'elle profite d'abord aux entreprises ou aux consommateurs? Elle profite d'abord aux consommateurs, parce que la concurrence, c'est cette force qui fait que les entreprises n'ont pas le choix, n'ont pas d'autre choix que de réduire leurs coûts pour proposer des prix plus faibles, n'ont pas d'autre choix que d'améliorer la qualité des produits pour vendre plus que leurs concurrents. Et donc, grâce à la concurrence, de façon générale, les prix sont plus faibles et la qualité des produits est meilleure. C'est le panorama général. Donc, c'est plutôt les consommateurs qui en profitent. Alors, vous avez écrit, intitulé votre livre « Les habits neufs de la concurrence ». Quels sont justement les habits neufs? Comment s'exprime, comment fonctionne la concurrence aujourd'hui? Et en quoi elle est différente de par le passé? Alors, elle est différente de par le passé, d'abord parce que la taille des marchés s'est considérablement élargie. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont présentes partout dans le monde. Et donc,
Ça, c'est le phénomène de la mondialisation qui... Voilà, c'est la mondialisation qui fait que vous pouvez vendre votre produit, vendre votre application. Si vous avez trouvé un nouveau jeu, le Pokémon, eh bien, en quelques jours, vous pouvez le vendre dans le monde entier à travers les téléphones portables. Donc, les marchés se sont élargis. Donc, d'une certaine façon, la concurrence s'est accélérée du fait de l'élargissement de ces marchés, parce que si vous êtes boulanger dans un endroit et que votre marché s'élargit, eh bien, il y a d'autres boulangers qui peuvent proposer aux mêmes consommateurs ou d'autres entreprises. Mais des marchés qui ne sont absolument pas touchés par la concurrence. Comme vous le dites dans le livre, un chauffeur de taxi londonien, il ne va pas concurrencer un chauffeur de taxi parisien. Voilà, absolument. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir qu'une entreprise comme Uber, eh bien, elle a cherché dès le départ à conquérir le monde, alors que ces marchés sont locaux, puisque justement le taxi parisien n'est pas en concurrence avec le taxi à San Francisco. Mais la globalisation fait que vous avez des entreprises qui cherchent à être présentes dans l'ensemble des marchés mondiaux, même quand ce sont des marchés locaux comme le taxi. Par exemple, le transport, c'est un bon exemple. C'est un domaine où il y avait très peu de concurrence jusqu'à assez récemment. Et aujourd'hui, on voit que même dans les chemins de fer, dans le transport maritime, vous venez de citer Uber, donc dans le transport des gens aussi, il y a énormément, beaucoup plus en tout cas de concurrence qu'avant. Il y a beaucoup plus de concurrence, et notamment grâce à l'innovation, pour le coup, grâce à des Blablacar, grâce à des Uber, grâce à l'innovation qui permet de mettre en concurrence les monopoles qui étaient seuls à proposer du transport, soit ferroviaire, soit par autocar et des choses comme ça. Toutes ces entreprises qu'on vient de citer, ce sont ces entreprises qui innovent et qui raflent tout. Ce sont celles-là, ce sont ces entreprises qui proposent, comment dirais-je, leur offre à un public beaucoup plus large. Un public plus large, et puis elles offrent une qualité qui est légèrement supérieure, et à ce moment-là, un peu comme les superstars de la chanson, eh bien, les consommateurs vont vers l'offre de cette entreprise, ce qui fait que du coup, l'entreprise comme Google ou comme Amazon ont des parts de marché qui sont très très grandes. Alors, l'Union européenne, il faut le rappeler, est fondée sur le principe d'une concurrence libre et non faussée. Je crois que c'est inscrit dans le traité de Rome de 1957. Donc c'est au fronton de l'Union, enfin, ce qu'on appelait à l'époque la communauté économique européenne. Alors aujourd'hui, il y a une guerre économique qui se joue dans le monde. On voit que les marchés essayent de se protéger. Même les marchés américains ou chinois sont beaucoup plus fermés que le marché européen. Vous n'avez pas l'impression que dans cette économie mondialisée, justement où la concurrence joue à plein, l'Europe, elle est un peu le dindon de la farce de cette mondialisation ? Non, elle n'est pas le dindon de la farce dans la mesure où elle a une contrainte, qui est une contrainte géographique en fait, qui est que l'Europe, c'est plein de langues différentes, c'est plein de cultures différentes, c'est des consommateurs qui n'ont pas les mêmes comportements. Donc il n'y a pas ce vaste marché qui existe aux États-Unis pour quelqu'un qui invente un nouveau produit ou qui existe en Chine. Le marché, il est français, il est allemand. Alors parfois, il y a un marché européen, mais il y a encore des barrières essentiellement culturelles en fait, ou liées à la langue, qui fait que l'Europe n'est pas un grand marché à elle seule. Oui, mais ça c'est pour le marché intra-européen. Mais l'Europe est beaucoup plus ouverte au marché extérieur que ne le sont le marché américain ou le marché chinois, par exemple. Absolument, vous avez raison, l'Europe est beaucoup plus ouverte. Mais surtout, ce qui pénalise un peu l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas ces grands géants qui innovent, comme les Google, les Amazon, ou en Chine, les Xiaomi dans le domaine du téléphone, ou les Tencent ou les Alibaba. Alors justement, ces grands groupes comme Google ou Apple, est-ce qu'ils sont, comment dirais-je, est-ce qu'ils sont positifs pour la concurrence? Qu'est-ce qu'ils apportent à la concurrence? Eh bien, ce qu'ils apportent, Google, grâce à un moteur de recherche absolument performant et puissant, et en plus gratuit, eh bien, ils apportent d'aller trouver des informations plus rapidement. Mais effectivement, là où on peut s'interroger, c'est que d'un côté, ces grandes entreprises, Amazon, Google, eh bien, ont apporté des choses nouvelles et sont devenus des géants. Et donc la question est de savoir si ces géants eux-mêmes vont être un jour déplacés. C'est-à-dire qu'il y a une phrase, donc, vous connaissez Proudhon, grâce à son sens des formules, la propriété c'est le vol, mais Proudhon disait aussi la concurrence tue la concurrence. Donc la question est de savoir aujourd'hui ces grandes entreprises, est-ce qu'elles vont être déplacées demain? Par exemple, Nokia a disparu, BlackBerry a disparu. Donc comment des monopoles ou des positions dominantes acquises vont être chassées demain? Si elles ne sont pas chassées demain, on aura un peu cette idée de la concurrence tue la concurrence, puisque ces géants, finalement, vont rester des géants pendant peut-être des dizaines d'années. On le saura dans 30 ans. Est-ce qu'on peut dire que grâce à leur capacité d'innovation, d'une certaine manière, l'innovation tue la concurrence aussi?
L'innovation tue la ceux qui ne parviennent concurrence. pas à suivre. Voilà, l'innovation tue la concurrence parce que lorsque elle se traduit par un grand succès, parce que votre produit est apprécié par un grand ensemble de consommateurs. La question de savoir après, c'est si des startups vont bousculer un jour et grandir et vont bousculer Facebook ou vont bousculer Google. Et ça, on n'en est pas sûr parce que ces entreprises ont une taille financière, ont une telle marque assise, ont de telles puissances qu'il y a maintenant des barrières à l'entrée très très élevées qui feraient que peut-être qu'elles ne vont pas être contestées dans leur position dominante. Alors aujourd'hui, on est à l'heure du commerce électronique, d'Internet. Est-ce que Internet, c'est positif aussi pour la concurrence? Est-ce que ça fait là aussi baisser les prix? Oui, c'est positif pour la concurrence. Prenez les plateformes comme Alibaba ou comme Amazon. Eh bien, elles font jouer la concurrence entre les différents offreurs. Vous êtes consommateur, vous voulez acheter une table, eh bien, vous allez sur Amazon et vous avez plein de tables différentes, de producteurs différents. Et d'autre part, vous pouvez, grâce à ces plateformes, acheter des produits qui viennent d'Allemagne ou qui viennent d'Afrique ou qui viennent de tel pays d'Asie. Et donc, vous avez un accès à plein de produits différents et ces produits n'étaient pas en concurrence avant. On dit souvent que la libre concurrence n'est pas vraiment dans, comment dire, j'ai pas bonne presse en France, n'est pas dans l'ADN des Français. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, mais parce que c'est malheureusement, parce que je suis économiste, c'est pour ça que je dis malheureusement, c'est malheureusement plus général une attitude de beaucoup de Français qui est assez réticente à l'économie, au marché. Et comme évidemment la concurrence est au cœur de l'économie et au cœur des marchés, si vous n'êtes pas très favorable à l'économie et au marché, vous n'êtes pas très favorable à la concurrence. Votre livre, donc peut-être pour réconcilier les Français avec l'économie et avec la concurrence. Oui, absolument, oui. pour réconcilier et pour voir que c'est un mécanisme simple et illustré par des exemples. L'idée de ce livre, c'était vraiment d'apprendre de l'économie, des concepts d'économie, mais de les apprendre par l'exemple. À travers des marques et des noms très connus par les lecteurs. À travers des cas. Merci beaucoup François Lévesque. Je rappelle donc le titre de votre livre, Les habits neufs de la concurrence, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci.